Tsahal étend son opération de nuit à Rafah dans la bande de Gaza et cette fois, la brigade Golani, une unité d'infanterie de Tsahal, est de retour dans le sud après la bataille défensive sur la frontière nord et la manœuvre au Liban. Cette fois-ci, elle a été déployée le long du corridor de Morad et mène des raids ciblés pour localiser et détruire les infrastructures du Hamas. Lors du premier affrontement, plus de 10 terroristes ont été éliminés et d'importants stocks d'armes et de matériel de renseignement ont été saisis. Des postes d'observation de nos forces ont également été détruits, tandis que des sources palestiniennes font état de dizaines de frappes aériennes dans la bande de Gaza et admettent que l'activité actuelle de Tsahal est plus intense que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Pour l'instant, le Hamas évite tout contact direct, se cachant parmi la population civile ou à l'intérieur de tunnels. Tsahal estime que cette avancée est temporaire et que les combats face à face reprendront. L'objectif immédiat est donc de s'emparer des zones clés au nord et au sud de la bande de Gaza, de créer des zones de sécurité permanentes et d'accroître la pression sur le Hamas et ses dirigeants pour qu'ils fassent preuve de souplesse dans les négociations sur les otages. Sur le front nord, il est déjà officiel que le Hezbollah a ouvert un nouveau front de guerre contre Israël. Depuis l'effondrement du régime d'Assad en Syrie, l'organisation a perdu certaines de ses voies de contrebande terrestre. Mais avec le soutien de l'Iran, elle a déployé une voie maritime rapide pour le transfert de missiles et de drones, et les responsables américains comparent le Hezbollah à une maladie en phase terminale. Quand on a un cancer, on l'enlève. Tout cela se passe dans le contexte du sommet de Washington entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président des États-Unis Donald Trump. Les deux dirigeants ont déclaré un front uni contre l'Iran, tandis que Netanyahou a souligné que si la diplomatie stagne, l'option militaire est sur la table et tout le monde le comprend. Trump a promis de travailler à la réduction des droits de douane sur Israël et de mener des négociations commerciales mais difficiles avec l'Iran. Cette mesure pourrait permettre à Israël de passer des mois relativement tranquilles. Pendant ce temps, de nouveaux accords avec la Turquie prennent forme, y compris des rapports sur une ligne de coordination ouverte entre Jérusalem et Ankara concernant la Syrie, dirigée par Trump et Erdogan, laissant entrevoir un changement régional important après la chute d'Assad. Jérusalem considère que cette initiative pourrait freiner le retranchement iranien au nord du Golan. Le message général est clair. Israël intensifie la pression militaire à Gaza, se prépare à une escalade avec le Hezbollah et coordonne ses actions politiques et économiques avec Washington, tout en gardant ouverte l'option militaire contre l'Iran. Les négociations qui, selon le président Trump, commenceront samedi entre les États-Unis et l'Iran, devraient être difficiles, mais de type commercial, ce qui signifie que pour l'instant, apparemment, Israël ne sera pas menacé par l'Iran. En ce qui concerne les droits de douane, Netanyahou a peut-être reçu une promesse de réduction. Toutefois, il a également fait une déclaration spectaculaire à la fin de sa visite aux États-Unis, soulignant qu'Israël et les États-Unis étaient unis dans leur détermination à empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires et avertissant que si les pourparlers avec l'Iran se prolongeaient sans résultat, l'option militaire serait mise sur la table. Sur un ton menaçant, il a conclu en disant « Tout le monde le comprend ». La situation se déplace donc maintenant vers les principaux acteurs de cette négociation. Du côté américain, l'équipe est dirigée par l'envoyé spécial Steve Witkoff, tandis que l'équipe iranienne est dirigée par le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, alors plongeons dans les détails. Je m'appelle Yair Panto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 55e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et tous les autres groupes armés de la région qui reçoivent tous leurs ordres des gardiens de la révolution iraniens qui sont à la tête de l'axe du mal au Proche-Orient. Avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton « S'abonner » afin de rester au courant de la vérité en temps réel et de ne jamais manquer un épisode de Boots on the Ground. Nous commencerons par ce qui se passe dans la bande de Gaza. Mardi matin, les médias palestiniens ont fait état de l'expansion de l'activité de Tsahal dans la zone de Rafah et d'une escalade dans la destruction et la démolition de bâtiments. Selon des sources à Gaza,
les forces de Tsahal ont pris le contrôle total des quartiers du centre, de l'ouest et de l'est de la ville, et des véhicules blindés ont été signalés avançant dans la zone nord-ouest de Rafah. Dans la bande de Gaza, il a été rapporté que les forces de Tsahal avancent dans de nouvelles zones, tandis que l'armée de l'air effectue des frappes aériennes et des tirs d'artillerie sans précédent. Et des dizaines de cibles ont notamment été détruites dans des quartiers et des villes situés le long du corridor Morag entre Khan Younes et Rafah. Les échos des explosions ont été entendus jusqu'à Deir el-Balak. Un évacué de Rafah vivant actuellement à El Mawassi a déclaré « Ce qui se passe actuellement à Rafah dépasse de loin les opérations terrestres que la ville a connues dans le passé. L'ordre des forces qui sont entrées est important et le nombre de véhicules qui ont pris possession des quartiers est sans précédent. Les opérations de destruction se poursuivent 24 heures sur 24. » Il est important de comprendre que depuis la reprise des combats à Gaza, Tsahal a détecté des terroristes du Hamas fuyant le terrain et essayant constamment d'éviter tout contact direct avec nos troupes. Selon les responsables de la sécurité, les combats sont devenus plus décentralisés et sans friction face à face. Les terroristes se cachent parmi la population civile, disparaissent dans des tunnels ou se retranchent dans des refuges en essayant d'éviter les confrontations directes avec Tsahal. En ce qui concerne Tsahal, 3 divisions opèrent sur le terrain, 143, 252 et 36. Dans le même ordre d'idées, après plusieurs mois de combats sur le front nord, l'équipe de combat de la brigade Golani, sous le commandement de la division 36, est retournée opérer dans la bande de Gaza. L'échelon de renseignement de cette force estime qu'il s'agit d'une phase temporaire et que les terroristes n'auront d'autre choix que de sortir de leur cachette et d'affronter directement les troupes. Pour l'instant, cependant, ils utilisent surtout des pièges et des tactiques de délit de fuite qui sont très dangereuses. Selon des sources de sécurité, l'objectif de Tsahal à ce stade est d'étendre leur contrôle territorial afin de faire pression sur le Hamas pour qu'il fasse un compromis dans les négociations sur la restitution des otages, alors que les actions de Tsahal et les avis d'évacuation ont déjà provoqué des mouvements au sein de la population locale. À Rafah, les combattants font état d'une zone presque déserte à la suite de l'évacuation, au cours de laquelle de nombreux résidents se sont rendus dans la zone humanitaire d'El Mawassi. Dans les semaines à venir, les forces devraient continuer à étendre et à consolider leur contrôle dans d'autres zones, mais les forces de Tsahal sont déjà déployées dans toute la bande de Gaza. À l'est du corridor de Netzarim, les forces opèrent presque au centre de la route et au nord, à la périphérie de Shajaïa, dans les zones de Jabalia et de Beit Laria. Les responsables de la sécurité soulignent que ces forces sont prêtes à faire face à n'importe quel scénario. En ce qui concerne les négociations, la nouvelle proposition qui se dessine comprend la libération de 8 otages vivants, dont le soldat israélo-américain Idan Alexander, ainsi que la restitution des dépouilles de 8 otages décédés en captivité. En échange, Israël acceptera un cessez-le-feu de 50 jours et le corridor de Netzarim sera rouvert, les résidents palestiniens seront autorisés à retourner à Gaza, l'aide humanitaire entrera et des discussions sur la prochaine étape auront lieu, le tout avec des garanties de la part des États médiateurs. Il s'agit d'une tentative de combler le fossé entre le consentement du Hamas à libérer 5 otages et la demande d'Israël d'en libérer 11. Israël a rejeté une proposition égyptienne en raison de la clause prévoyant des discussions sur la fin des combats, une exigence à laquelle Israël s'oppose sans équivoque avec le soutien des États-Unis. Ici, au TBN francophone, nous continuerons à vous tenir au courant de tous les développements et, comme toujours, nous vous demandons de nous suivre sur les médias sociaux et de partager nos vidéos sur YouTube. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement si vous ne l'avez pas encore fait, afin de rester à l'écoute de la vérité en temps réel et de ne jamais manquer un autre épisode de Boots on the Ground. Nous nous concentrons maintenant sur l'arène du Nord et nous pouvons dire que c'est maintenant officiel, le Hezbollah a ouvert la guerre avec Israël sur un nouveau front. Depuis la chute du régime Assad en Syrie, l'organisation terroriste Hezbollah a perdu une grande partie de son emprise territoriale et de ses capacités de contrebande d'armes, en particulier par voie terrestre. Il semble toutefois qu'elle ait trouvé un moyen de contourner ce problème avec le soutien de l'Iran.
Selon l'agence de presse Al-Qadat, depuis la révolution en Syrie qui a renversé le régime d'Assad, le Hezbollah opère par la mer pour se réarmer et transporter des armes après la fermeture de certaines de ses voies de contrebande terrestre et aérienne. Les sources de sécurité occidentales citées dans le rapport ajoutent que les unités 190 et 700 de la force de croisière du CGRI sont responsables du transport des armes par voie maritime. L'agence de presse a également révélé que Wafik Safa, une figure de la sécurité du Hezbollah, gère un réseau de collaborateurs dans le port de Beyrouth. La même source a ajouté que le port de Beyrouth est le plus important du Liban et que son utilisation illégale met en danger les intérêts libanais dans leur ensemble. Il convient également de rappeler la déclaration acerbe du haut fonctionnaire américain à l'encontre de l'organisation terroriste Hezbollah au Liban. Il s'agit de Morgan Ortagus, l'envoyé adjoint des États-Unis au Moyen-Orient, qui a déclaré mardi lors d'une interview avec la chaîne saoudienne Al Arabiya que le Hezbollah est comme une maladie en phase terminale, ajoutant que lorsque vous avez un cancer, vous ne traitez pas une partie du cancer dans votre corps et ne laissez pas le reste se développer plus rapidement. Lorsqu'on est atteint d'un cancer, on l'enlève. Cette déclaration a été faite dans le contexte d'une question qui lui a été posée sur le fait que la démolition du Hezbollah pourrait conduire à une guerre civile plus déstabilisante à l'intérieur du Liban, ce à quoi elle a répondu « Cela fait 20 ans que nous entendons cela. C'est une organisation terroriste qui a beaucoup de sang américain sur les mains. Une partie de la destruction à laquelle le peuple libanais est confronté aujourd'hui, en particulier dans le sud du Liban, est due à l'Iran et au Hezbollah. » Interrogée sur la capacité de l'armée nationale libanaise à mener à bien des missions à ce stade, elle a répondu qu'elle le pouvait certainement. Selon elle, les États-Unis ont apporté leur soutien, leur formation et leur équipement pendant des décennies et nous continuons à le faire. Nous avons même ajouté des conseillers militaires sur le terrain. Après que le président Donald Trump a révélé que les États-Unis commençaient à avoir des discussions directes avec l'Iran, Mme Ortagus a déclaré qu'il avait tendu la main à la diplomatie. Selon elle, Trump a précisé que Washington n'était pas disposé à entamer des pourparlers indirects qui dureraient des années, ajoutant que si nous devions avoir des pourparlers, ils devraient être rapides. Ils doivent être sérieux dans le démantèlement de leur programme d'armes nucléaires. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de tous les développements sur le front nord d'Israël. Et comme toujours, nous vous demandons de continuer à diffuser la vérité, de partager et de nous suivre. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Nous allons maintenant passer à notre correspondant principal au Moyen-Orient, Mati Shoshani, qui va clarifier pour nous ce qui s'est dit entre le président Donald Trump et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, y compris les décisions qui ont été prises, la façon dont la Turquie a été poussée dans l'histoire et ce qui se passera samedi dans les pourparlers en Iran. Merci Mati. Nous venons d'assister à 2 journées vraiment fascinantes dans cette partie du monde. Permettez-moi de récapituler les grandes questions qui se sont posées ou les grands événements qui ont eu lieu. Le Premier ministre Netanyahou se rend à Washington pour une réunion urgente avec le président Trump afin de parler de la suppression des droits de douane, éventuellement, et de la manière de résoudre le problème iranien. L'Iran a accepté, dans une certaine mesure, d'entamer des négociations de manière directe et a réduit ses opérations et son soutien à la guerre par procuration. Israël n'est toujours pas en mesure de parvenir à un accord à Gaza et nous menons une guerre active dans la bande de Gaza contre les forces du Hamas qui tentent de se regrouper. Et surtout, le gouvernement américain cherche à modifier l'équilibre des pouvoirs dans cette partie du monde. Décortiquons tout cela. Le Premier ministre Netanyahou se rend à Washington pour une réunion très urgente. Son objectif est double. Tout d'abord, le gouvernement américain de Trump a imposé une nouvelle série de droits de douane sur les produits en provenance d'Israël à un taux de 17%. C'est une très mauvaise nouvelle pour les exportateurs israéliens et c'est quelque chose que le Premier ministre Netanyahou souhaite vivement retirer de la table des négociations, la façon dont nous nous engageons avec les États-Unis dès que possible. Il y a une énorme pression interne en Israël pour qu'il le fasse. De plus, nous nous attendons à ce que ce soit le cas. Je ne veux pas parler de coups montés, mais il s'agissait d'une tentative du gouvernement américain de faire pression sur ses alliés et de modifier sa balance commerciale, y compris avec Israël. Le prochain grand sujet est l'Iran. Le Premier ministre Netanyahou se rend aux États-Unis pour rencontrer le président Trump afin d'aider à remodeler l'accord qui va faire le nouveau Moyen-Orient.
Rappelons que l'Iran a été soumis à une pression intense de la part du gouvernement américain pour qu'il renonce à son programme nucléaire militaire et qu'il cesse en même temps de propager le terrorisme et la violence dans toute la région. Le gouvernement américain a procédé de deux manières. D'une part, il exerce une pression diplomatique maximale, des sanctions maximales, une pression maximale sur le régime iranien. Mais il y a un autre aspect, la pression militaire. Les États-Unis ont été présents en grand nombre au Moyen-Orient avec une force militaire plus importante que jamais, je dirais depuis au moins 20 ans, une quantité incroyable de navires et d'avions prêts à attaquer l'Iran. Et l'Iran a répondu à cette pression en acceptant enfin d'entamer une discussion, une négociation avec les Américains, bien sûr, en ce qui concerne Israël également, de manière très immédiate. Et d'après ce que nous savons, et bien sûr tout cela n'est pas encore rendu public, nous pouvons voir une première idée d'un accord ou d'un arrangement, tant le dialogue entre Trump et Netanyahou a été très positif. C'est de bon augure pour Israël et pour la région. Et nous pouvons nous attendre à ce que les États-Unis exercent une pression supplémentaire jusqu'à ce que l'Iran s'assoie à la table des négociations. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle, mais c'est presque une bonne nouvelle. Voici donc la suite. Les États-Unis tentent de remodeler l'ensemble de la région avec cet accord iranien. Il ne s'agit pas seulement du plan nucléaire iranien, il s'agit de tout cela. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Pour que les choses changent vraiment dans cette région, l'Iran doit cesser d'être le moteur de la guerre par procuration. Il doit cesser de financer le Hamas, le Hezbollah, les Houthis et d'innombrables autres groupes s'il en a la possibilité. Il doit abandonner son programme nucléaire militaire. Et lorsqu'ils seront en mesure de le faire, les États-Unis pourront apporter le nouvel avenir que nous espérons dans cette région. Un avenir dans lequel l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Israël et peut-être l'Iran dans une certaine mesure seront en mesure de commercer dans cette région sans la menace d'une guerre par procuration, d'une guerre constante et de bombardements. Nous avons vu les Iraniens répondre à toutes ces pressions de deux manières très intéressantes. La première est la suivante. Ils regardent la situation et disent « Nous n'allons pas succomber à votre pression, nous allons continuer à nous battre. » Et comment font-ils? Ils en parlent aux Houthis, et bien sûr, nous ne pouvons que supposer que c'est ce qui se passe. Les Houthis ont continué à bombarder et ils sont bien sûr soutenus et entraînés par les Iraniens. Ils ont continué à essayer d'attaquer Israël, ils ont continué à être bombardés par les forces américaines quotidiennement. Et en même temps, les Iraniens ont dit ouvertement qu'ils réduisaient leurs opérations, tout en disant que non seulement les Américains et les Israéliens ont une option militaire, mais qu'eux aussi ont une option. Alors, où tout cela va-t-il nous mener? C'est une question très intéressante que nous essayons de résoudre depuis un certain temps. Le monde entier observe ce qui se passe actuellement dans cette partie du monde. Nous regardons comment les Iraniens réagissent, comment les Houthis réagissent, et nous cherchons à savoir quand et comment les États-Unis seront capables de remodeler, de changer, de refaire l'équilibre des pouvoirs, les mouvements géopolitiques dans cette région et de se repositionner. Les États-Unis sont une superpuissance qui joue le rôle de faiseur de roi dans cette région. Nous nous trouvons dans une situation très intéressante où les États-Unis font feu de tout bois. Ils parlent de remodeler la géopolitique, de remodeler le commerce, de remodeler la guerre dans cette région. Ils s'adressent à la fois au Moyen-Orient, mais bien sûr les Chinois et les Russes observent tout ce qui se passe. Je pense, et la rencontre entre Trump et Netanyahou en témoigne, que nous allons assister à un changement positif des événements dans cette région. Et nous passons à l'étape suivante. Que vont faire les Iraniens? Il semble qu'il n'ait pas vraiment le choix. S'ils résistent à la pression américaine, tant militaire que financière, ils finiront par perdre leur gouvernement. Ils pourront peut-être causer beaucoup de dégâts en cours de route, mais en fin de compte, ils n'ont aucun moyen de résister à la pression militaire et financière des Américains et des Israéliens. Il n'y a tout simplement pas d'autre solution. Et en même temps, personne ne veut vraiment s'engager sur la voie d'une guerre totale contre l'Iran. L'Iran est une force significative, substantielle et puissante dans cette région, et il n'est ni nécessaire ni souhaitable d'en arriver à une guerre ouverte contre lui. Et je crois que nous sommes capables d'atteindre ce moment. À moins que quelque chose de stupide ne se produise. Il suffit qu'une personne du côté iranien, du côté israélien, du côté houthi, ou peut-être même au sein des forces américaines, interprète mal un événement. Elle voit une volée d'oiseaux passer sur le radar et pense qu'il s'agit de bombardiers furtifs. Envoyer tous les missiles, voir un mouvement de force et imaginer que l'invasion arrive en Iran. Envoyer tous les missiles, et une fois que ces boutons rouges sont enfoncés, il est très difficile d'arrêter la machine de guerre. Et mon espoir, ma prière même, c'est qu'avant que cela n'arrive, nous parvenions à un accord avec l'Iran, qu'ils réduisent complètement leurs opérations militaires et qu'ils viennent à la table pour négocier leur position dans cette région. En tant que force,
qui ne propage pas le terrorisme, qui ne propage pas la violence, mais qui a réduit sa rhétorique et ses actions. Nous nous trouvons actuellement à un endroit et à un moment unique. La campagne de pression maximale contre les Iraniens, à la fois financière, diplomatique et militaire, a porté ses fruits. C'est pourquoi les Iraniens sont prêts à négocier. Et s'ils le font, nous pourrions voir, les gens adorent cette expression, la paix de notre vivant. C'est ce que nous pourrions voir dans cette région. Ce ne sera peut-être pas pour toute une vie, mais nous devrions être en mesure de voir, grâce à la pression américaine et aux actions militaires israéliennes, bien sûr, au cours de l'année et demie écoulée. Nous pourrions assister à un remodelage de la géopolitique de cette région qui ramènerait les Saoudiens à la vertu, au commerce et au parrainage du bien dans cette région, qui réduirait la pression militaire iranienne et la guerre par procuration et qui permettrait à Israël de prendre sa place à la table des négociations au Moyen-Orient en tant que force du bien, force stabilisatrice. Et je pense qu'entre le président Trump, le Premier ministre Netanyahou et la communauté internationale, il n'y a qu'un pas, le Premier ministre Netanyahou et la situation dans laquelle nous nous trouvons au Moyen-Orient après près d'1 an et demi de guerre, nous pourrions peut-être voir cela se produire. Et prions pour qu'il n'y ait pas d'événement qui nous fasse basculer et que cette guerre se transforme en guerre totale à cause d'un malentendu ou d'un moment de considération effronté. Quoi qu'il en soit, continuez à prier pour ce qui se passe dans cette région. Continuez à prier pour les dirigeants, tant des États-Unis que d'Israël, dans tous les pays de la région. Et assurez-vous de rester à l'écoute de tout ce qui vient de TBN francophone. Et maintenant, à vous, Yair. Merci Mati Shoshani. Avant de passer aux principaux développements depuis la réunion et aux relations entre Israël et la Turquie, je voudrais vous demander une fois de plus de nous aider à diffuser la vérité, de partager et de nous suivre, de vous abonner à cette chaîne YouTube et surtout de prier pour la paix à Jérusalem. Lors de la conférence de presse conjointe du Premier ministre Benjamin Netanyahou et du président des États-Unis Donald Trump, ce dernier a surpris tout le monde en choisissant d'aborder ses relations personnelles avec le président turc Erdogan. Le président Trump a déclaré « J'ai d'excellentes relations avec un homme qui s'appelle Erdogan. Il s'avère que je l'aime bien et qu'il m'aime bien. Les médias seront en colère contre moi, mais j'ai de bonnes relations avec lui. » Il a ensuite révélé qu'il avait proposé son aide à Netanyahou concernant la Turquie. « J'ai dit au Premier ministre Bibi, si vous avez un problème avec la Turquie, je pense que je peux le résoudre. J'ai de bonnes relations avec le dirigeant turc. » Trump a également fait part d'une partie de la conversation qu'il a eue avec Erdogan. Je lui ai dit « Félicitations, tu as réussi à faire ce que personne n'avait réussi à faire depuis 2000 ans, prendre le contrôle de la Syrie. » Il m'a dit « Non, 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 ce n'est pas moi. » Et je lui ai dit « C'est toi. » Et il m'a répondu « Peut-être que c'était moi. » Nous avons discuté de la manière dont nous pouvions éviter ce conflit de différentes façons et je pense qu'il ne pouvait y avoir de meilleurs médiateurs que les États-Unis d'Amérique. Suite à cela, des discussions secrètes entre Israël et la Turquie sont actuellement en cours afin d'établir un mécanisme permettant d'éviter les frictions en Syrie, selon un rapport du portail médiatique Media Eye. Le rapport cite 2 responsables occidentaux et indique que cette démarche vise à éviter les malentendus entre les armées turques et israéliennes et à minimiser le risque d'affrontement, en particulier compte tenu de l'implication croissante de la Turquie dans le nord de la Syrie. Cette décision fait suite aux actions menées la semaine dernière par Israël, notamment des frappes aériennes sur plusieurs cibles en Syrie, dont la base de Hama et la base aérienne T4, où la Turquie avait prévu de déployer des forces et du matériel militaire. Ces frappes ont eu lieu quelques jours avant l'arrivée dans la région d'une équipe technique turque chargée d'effectuer une évaluation préliminaire en vue de la réhabilitation des bases. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré à Reuters au cours du week-end que la Turquie ne cherchait pas la confrontation avec Israël en Syrie, et une source israélienne de haut rang a cité qu'il avait exprimé des vues similaires, ce qui indique qu'une certaine coordination entre les parties est en cours. Cependant, depuis l'effondrement du régime de Bachar el-Assad en décembre, la Turquie tente d'établir son influence dans la région et entretient même des contacts avec le nouveau gouvernement de Damas en vue d'un accord défensif qui inclura le déploiement de forces aériennes et la poursuite de la lutte contre ISIS, également connu sous le nom de Daesh. Israël suit l'évolution de la situation avec inquiétude, estimant qu'une présence turque significative en Syrie, en particulier avec des systèmes défensifs avancés, nuira à la capacité de frappe de l'armée de l'air israélienne dans l'arène septentrionale contre l'Iran.
Nous continuerons à rendre compte de tous les développements concernant la Turquie et nous vous demandons de nous aider à diffuser la vérité en soutenant cette chaîne YouTube et en vous y abonnant. Et si vous voulez aider Israël dans cette guerre, la meilleure chose que vous puissiez faire est de prier. Priez pour la paix de nos otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Continuez à prier pour la paix des soldats de Tsahal, où qu'ils se trouvent, qu'ils combattent dans les airs, en mer ou sur terre. Priez pour le peuple d'Israël et surtout, n'oubliez pas de prier pour la paix à Jérusalem. Ensemble, nous gagnerons cette guerre, car Dieu est de notre côté.